Pourquoi c'est totalement inattendu ? Après le nouvel échec du dernier Wet Dress Rehearsal, qui a une fois de plus retardé la mission Artemis 2, l'administrateur de la NASA, Jared Isaacman, a publiquement qualifié la fusée lunaire SLS, un programme à plusieurs milliards de dollars, comme l'un des pires véhicules jamais exploités par l'agence. Cette déclaration choc est tombée après que des responsables ont tenté d'expliquer pourquoi le SLS continue d'échouer exactement de la même manière, sur un problème que la NASA avait pourtant déjà résolu à l'époque de la navette spatiale. Alors pourquoi sont-ils incapables de le corriger aujourd'hui ? On va décortiquer tout ça ensemble dans l'épisode du jour de Le quotidien de l'espace. L'équipage d'Artemis 2 a peut-être poussé un léger soupir de soulagement lorsque la NASA a annoncé le report de la mission à Mars, leur offrant environ un mois supplémentaire avant de monter à bord du Space Launch System. Mais soyons honnêtes, ce délai en plus ne rend pas vraiment la situation plus rassurante. On parle d'une fusée qui a déjà coûté plus de 20 milliards de dollars sans que cet investissement colossal ne se traduise par une réelle confiance. S'asseoir au sommet d'un lanceur qui traîne un long historique de fuite d'hydrogène remontant jusqu'à Artemis 1 il y a près de 4 ans a de quoi donner des sueurs froides. Et malgré tout ce temps écoulé, il est difficile d'affirmer que les responsables de la mission ont réellement réglé le problème. Lors de la conférence de presse de la NASA du 3 février 2026, les hauts responsables ont finalement expliqué pourquoi ces fuites continuent de réapparaître. John Honeycutt, responsable de la mission Artemis 2, a indiqué que même si chaque composant est testé de manière approfondie individuellement, l'environnement réel du lancement représente un défi totalement différent. Selon lui, l'équipe a avancé rapidement lors de l'installation des systèmes du SLS, mais elle ne peut tout simplement pas reproduire parfaitement sur Terre les conditions extrêmement froides de l'hydrogène liquide sur le pas de tir. Les molécules d'hydrogène sont incroyablement petites et très mobiles, a-t-il précisé, ce qui signifie que même les interfaces les plus finement conçues peuvent développer des micro-interstices, des défauts si minuscules qu'aucun test au niveau des composants ne peut raisonnablement les détecter. Ensuite, Amit Kshatriya, responsable du programme Moon to Mars de la NASA, a soulevé un autre facteur clé, le roulage lui-même. Lorsque l'énorme fusée est transportée du Vehicle Assembly Building jusqu'au pas de tir, comme il l'a expliqué 29-27, nous avons été très attentifs à cela car nous ne pouvons pas totalement tenir compte de ce que la fusée subit durant cette phase de transport. C'est extrêmement complexe et nous pensons que cela y contribue. Mais encore une fois, il faut démonter le joint et voir ce qui s'est réellement passé. Kshatriya a souligné que le déplacement d'une machine pesant des millions de livres introduit des vibrations et des accélérations imprévisibles dans le système. Ces forces peuvent déplacer subtilement des joints ultra précis à des interfaces critiques, produisant des effets que la NASA n'est toujours pas capable de mesurer ou de contrôler pleinement. Il a également insisté sur une autre réalité inconfortable: chaque fusée SLS est en pratique un exemplaire unique. Aucun cœur n'est physiquement identique dans les moindres détails, ce qui signifie que le comportement observé sur un lanceur ne se reproduit pas toujours de manière fiable sur le suivant. Mais est-ce vraiment convaincant de rejeter la faute sur l'hydrogène et sur le processus de roulage ? La NASA a déjà été confrontée à des fuites d'hydrogène à de nombreuses reprises par le passé et elle a su les résoudre. Pour comprendre pourquoi cette explication laisse encore un goût d'inachevé, il faut remonter à l'année 1990, une période que beaucoup d'ingénieurs de la NASA appellent encore à moitié en plaisantant l'été de l'hydrogène. Lors de la mission STS-35, la navette spatiale Columbia a été retardée de plus de 3 mois à cause de fuites d'hydrogène persistantes au niveau de l'interface de 17 pouces entre le réservoir externe et l'orbiteur. À chaque tentative de remplissage de l'hydrogène s'échappait, les concentrations dépassaient les limites de sécurité et le compte à rebours était annulé encore et encore. La réaction de la NASA a été sans équivoque. Une Tiger Team dédiée a été mise en place, dirigée par Bob Schwinghammer, ingénieur au Marshall Space Flight Center. Les consignes étaient claires: ne pas rentrer à Huntsville tant que le problème ne serait pas résolu. L'équipe a lancé une analyse complète par arbre de défaillance en coordonnant les efforts entre plusieurs centres de la NASA et en réexaminant l'ensemble du système hydrogène de Columbia. Les boulons ont été resserrés au couple, les composants suspects ont été remplacés. Les ingénieurs ont même retiré des billes de verre microscopiques laissées par une précédente remise à neuf des moteurs, puis sont venus de multiples essais de remplissage.
Finalement, après un test mené le 30 octobre 1990, l'équipe a déclaré que Columbia était l'orbiteur le plus étanche, le plus exempt de fuites jamais mis en service. La correction a coûté environ 3,8 millions de dollars, une somme énorme à l'époque, mais elle a fonctionné. Dans les années qui ont suivi, le GUCP, la connexion ombilicale au sol chargée d'évacuer l'excès d'hydrogène sur le pas de tir, est devenu un fauteur de troubles bien connus. Mais les causes étaient généralement très précises: de légers désalignements des joints en téflon se déformant sous le froid extrême, ou encore des déplacements de quelques millièmes de pouce après le roulage depuis le bâtiment d'assemblage. Et à chaque fois, la NASA a identifié la cause racine et l'a corrigée. Les ingénieurs ont repéré une interface mal alignée, remplacé le joint en téflon, ajouté des cales sur mesure pour réaligner la connexion, puis effectué un nouvel essai de remplissage. La fuite a complètement disparu et la mission a été lancée avec succès en juillet 2009. À la suite de ces incidents, la NASA a mis en place des améliorations plus larges à l'échelle du programme. Les procédures d'alignement sont devenues plus strictes. Les matériaux des joints ont été améliorés. Les inspections avant lancement sont devenues plus rigoureuses. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. De 2011 jusqu'à la fin du programme Shuttle, aucun incident majeur de fuite d'hydrogène au niveau du GUCP n'a été enregistré. La navette spatiale a effectué 135 missions, offrant à la NASA des centaines de cycles réels de remplissage pour apprendre et affiner ses méthodes. Au début du programme, les fuites d'hydrogène entraînaient régulièrement l'annulation des lancements. À la fin, ces problèmes avaient en grande partie disparu, non pas parce que l'hydrogène avait changé, mais parce que la NASA avait accumulé de l'expérience et résolu ces difficultés de manière systématique. C'était le passé. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Les fuites sont toujours là. Et cette fois-ci, l'aveu ne vient ni des critiques ni des journalistes, mais directement de l'administrateur de la NASA, Jared Isaacman lui-même. Quelques heures seulement après cette conférence de presse, Isaacman s'est exprimé sur X et a abordé le problème frontalement en citant une analyse du journaliste spatial Éric Berger. Celui-ci décrivait le rythme de lancement extrêmement faible du SLS comme l'éléphant dans la pièce. Cette réalité inconfortable selon laquelle chaque opération de remplissage du SLS ressemble davantage à une expérience qu'à une procédure réellement opérationnelle. Isaacman n'a ni esquivé la critique, ni dissimulé le sujet derrière des formules vagues. Au contraire, il a répondu avec un niveau de franchise rarement vu chez un administrateur de la NASA en exercice. Il l'a dit très clairement, le taux de vol est le plus bas de tous les véhicules conçus par la NASA et cela devrait faire l'objet d'une discussion. Historiquement, même des fusées qui volaient peu selon les standards actuels, comme Saturn V ou certains concepts du début de l'ère Constellation, étaient donc tout de même pensés pour des cadences bien plus élevées. Le SLS, en revanche, a volé une seule fois avec Artemis. Un fin 2022 ne décollera pas pour Artemis 2 avant 2026, soit plus de 3 ans plus tard. Et même à plus long terme, il reste cantonné à un lancement tous les 1 à 2 ans, à moins que toute l'architecture ne soit profondément modifiée. Et pourtant, malgré ce rythme extrêmement lent, la fusée continue de rencontrer des problèmes techniques. Cette réalité, a expliqué Isaacman, est précisément la raison pour laquelle la NASA impose des wet dress rehearsals très approfondies, des revues de préparation au vol et des revues d'aptitude au lancement, parfois au point de donner l'impression d'un excès de prudence. Comme il l'a souligné, avec plus de 3 ans entre 2 vols du SLS, la NASA s'attend pleinement à rencontrer des difficultés. C'est exactement pour cela que l'agence réalise ses répétitions générales de remplissage. Autrement dit, lorsque l'intervalle entre les vols est aussi long, chaque interaction réelle avec les systèmes cryogéniques devient un nouveau test de résistance. Hydrogène liquide ultra froid, vibration induite par le roulage, différence de contraintes mécaniques entre des étages centraux fabriqués sur mesure, effet du froid, particularité des systèmes au sol, tout revient sur le devant de la scène. Contrairement à la navette spatiale qui a bénéficié de centaines de cycles de remplissage permettant d'éliminer progressivement ces problèmes, le SLS reste à bien des égards une grande expérience à chaque fois qu'il est déplacé vers le pas de tir. Isaacman est allé encore plus loin en reconnaissant ouvertement les limites fondamentales du système lui-même. Il a déclaré sans détour que le SLS n'est ni la voie la plus économique ni certainement une solution pérenne.
Beaucoup de ces difficultés chroniques, a-t-il expliqué, sont directement liées à son héritage de la navette spatiale, une plomberie cryogénique complexe, des coûts d'exploitation élevés et une cadence de vol qui ne peut tout simplement pas évoluer pour soutenir une présence lunaire durable. Et pourtant, même dans cet aveu, Isaacman a défendu avec force la raison pour laquelle le SLS reste important aujourd'hui.